Il me fait plaisir, au nom des 20 télévisions communautaires autonomes associées à Cogeco qui participent à la réalisation de cette émission, de vous souhaiter bienvenue pour cette deuxième saison du Bulletin des régions. Au sommaire, cette semaine, au Lac-Blanc, dans Port-Neuf, le coût des résidences secondaires explose. À Vaudreuil-Soulanges, la télévision communautaire C'est sur la télé lance une nouvelle application. À Saint-Ferdinand, on va à la pêche aux déchets. À Saint-Ignace de Loyola, on rencontre un culturiste âgé de 70 ans, M. Gilles Bellumeur. Et à la Chute à Philomène, à Saint-Alexandre-des-Lacs, on inaugure une Via Ferrata. Mais auparavant, on va se rendre à Gaspé, où Marc Hébert fait le point sur l'industrie de la pêche, une industrie qui vit une situation précaire, en compagnie du maire de Gaspé, M. Daniel Côté. L'industrie de la pêche gaspésienne traverse une période tumultueuse, notamment pour la crevette. Face à des défis multiples, comment les acteurs locaux envisagent-ils l'avenir et quelles mesures comptent-ils mettre en place? Daniel Côté, préfet de la MRC de la Côte de Gaspé, nous éclaire sur cette situation préoccupante. Bonjour Daniel, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Très bien, merci. Écoute, qu'est-ce qui se passe avec la crevette? Bon, c'est sûr que on voit bien en lisant les nouvelles que les pêcheurs n'arrivent pas à faire leur quota. Est-ce que c'est quelque chose qui était comme prévisible? On pouvait s'y attendre? Pourquoi est-ce qu'on arrive aujourd'hui avec comme ça des fermetures d'usines? En fait, on se retrouve avec deux gros défis avec deux espèces, la crevette et le turbo. On va commencer avec la crevette, on parlera du turbo ensuite. Dans le cas de la crevette, on voit le déclin depuis environ 5 ans. Les pêcheurs le constataient, les scientifiques le constataient, et en même temps où on voyait les stocks de crevettes diminuer progressivement, on voyait les stocks de sébaste augmenter progressivement. Le sébaste est le plus gros prédateur de la crevette, donc ça ne prend pas nécessairement un doctorat en sciences halieutiques pour comprendre que quand le prédateur prend de l'ampleur puis que la proie diminue d'ampleur, parce qu'il y a un lien assez direct entre les deux. Ceci dit, il n'y a pas eu d'ouverture de quota de pêche au sébaste. La raison principale évoquée par Pêche et Océan était la grosseur du poisson, qui n'était pas rendu à sa grandeur mature, selon les scientifiques. Sauf qu'il y a un constat qui se dégage ces dernières années, c'est que le sébaste semble avoir pas mal fini de croître. De toute manière, il n'y a pratiquement plus rien dans son garde-manger. On le voit, les pêcheurs prennent pratiquement plus de crevettes parce qu'il n'y a plus rien dans le garde-manger du sébaste non plus. Donc, le sébaste a atteint une certaine grosseur. Il n'est pas énorme. Par contre, il est commercialisable. Il y en a disponible en poissonnerie ici. J'en ai fait la dégustation et c'est un excellent poisson. Donc, il faut développer le marché maintenant. Parce que c'est anormal qu'on ne retrouve pas de sébasse dans nos assiettes, dans les restaurants québécois, dans les poissonneries québécoises, dans les épiceries québécoises, alors qu'on retrouve de l'espèce de tilapia ou des espèces de, entre guillemets, cochonneries comme ça, parce qu'à côté du sébaste, c'est vraiment de la boîte, là, du tilapia, là, mais, ou d'autres trucs du genre. Bref, on a ce type de poisson-là qui nous provient d'élevage d'Amérique du Sud ou des trucs du genre. Ça, c'est disponible. Si on peut retrouver ça, notre bon poisson québécois, le sébaste en particulier, n'est pas présent dans les épiceries, dans les restaurants, sauf ici autour de Gaspé et aux îles de la Madeleine où on en trouve un petit peu. À part de ça, ça n'existe pas dans nos tables. Bref, il faut développer ce marché-là pour rendre ce poisson-là commercialisable, pour qu'il puisse se débloquer des quotas de pêche au sébaste. Et ainsi, si on sort le sébaste du golfe, ben, pas le sortir au complet, mais si on enlève du sébaste du golfe dans la pêche, ça devrait donner un coup de pouce pour rétablir les stocks de crevettes. Encore là, je ne suis pas scientifique, mais je ne suis pas niaiseux à temps plein non plus. Donc, c'est de même que je pense qu'on doit faire une forme d'équilibrage de la nature, parce que là, la nature d'elle-même, évidemment, c'est déséquilibré, là. Ça saute aux yeux. Fait que pour la crevette, c'est un peu ça le constat. Maintenant, c'est quoi les répercussions? C'est que comme les pêcheurs n'arrivent pas à ramener du stock à bon port et faire leurs frais, parce qu'il y a une question de frais aussi, là, parce qu'ils en ramènent de la crevette, là, mais ils en ramènent très peu. Ça leur coûte plus cher de sortir au large que ce qu'ils vendent aux usines. Donc, encore une fois, ça prend pas un éminent comptable pour savoir que les chiffres ne balancent pas. Si ça ne balance pas, ben, les pêcheurs ne veulent pas aller à la pêche à perte. Évidemment, il n'y a personne qui voudrait perdre de l'argent. Donc, il n'y a presque plus de pêcheurs qui sortent. Il n'y a presque plus rien qui rentre dans les usines. Marinard est fermé parce qu'il n'y avait plus d'approvisionnement. Crevette du Nord continue de transformer. Il y a quelques pêcheurs qui pêchent encore pour Crevette du Nord, mais ce n'est pas la manne non plus, là. On est loin de des bonnes années. En fait, on est vraiment sur des fins de saison assez difficiles. Donc, c'est un peu ça le constat. Euh,
Problème fondamental par-dessus tout ça, c'est qu'on a plusieurs travailleurs d'usine qui ne se qualifient pas à l'assurance emploi. Ce qu'on Mm. fait avec eux autres, c'est ça la grande question. Il y a des programmes qui existent chez Emploi Québec pour qualifier les gens à l'assurance emploi dans ce type de situation-là. Le premier regard qu'on a fait, c'est que le programme n'est pas nécessairement adapté à notre réalité. Donc, ce qu'on travaille présentement en coulisses, puis je sais que notre député travaille également avec la ministre d'Emploi Québec, là, la ministre Champagne-Jourdain, tout le monde travaille à essayer de bonifier le programme qui est le programme régulier, si on veut, pour le rendre mieux adapté à notre réalité, ce qui permettrait de qualifier les travailleurs à l'assurance emploi. Cette situation-là existe aussi pour ceux qui transforment le turbo. Mais le turbo, lui, là, c'est un mystère où est-ce qu'il est rendu le turbo. La crevette, on voyait le sébasse grossir, la crevette diminuer. Le turbo, il semble être disparu ou presque disparu. Les pêcheurs en ont ramené un petit peu, mais à peine. Dans le cas d'une usine comme les pêcheries gaspésiennes à Rivière-Nord, 60 de leur transformation annuelle, c'est du turbo, puis ils n'en ont pas de turbo. Fait que là aussi, il y a des travailleurs qui peinent à se qualifier à l'assurance emploi. Et le grattage de tête qu'on fait pour les travailleurs de Marinard puis pour les aides-pêcheurs en particulier dans le secteur de la crevette, on fait le même constat pour nos travailleurs, entre autres chez Pêcherie Gaspésienne. Et je ne sais pas au niveau de Crevettes du Nord, je n'ai pas le détail. Présentement, il y a encore d'ouvrages à l'usine. Est-ce que tous les travailleurs vont se qualifier à l'assurance emploi? Peut-être. Je leur souhaite pour qu'au moins ils puissent traverser l'hiver avec quelque chose dans le frigidaire. Mais pour Marinard et Pêcherie Gaspésienne, là, présentement, ce sont nos gros casse-têtes, puis les gens qui travaillent dans la capture également. Donc là, on est vraiment dans une période de transition et cette transition, toi, tu penses qu'elle est possible en un an comme ça pour l'année prochaine se revirer de bord et d'équiper les bateaux, admettons, pour se pêcher la sébaste, par exemple? Les crevettiers sont facilement transformables. C'est certain que si Pêche et Océan Canada décidait d'octroyer des quotas de sébaste en suivant les parts historiques, c'est de suivre que les fameuses parts historiques, il n'y a pas grand monde dans notre coin de pays qui vont pouvoir aller pêcher le sébaste. Par contre, c'est les crevettiers qui sont les bateaux les mieux adaptés pour aller pêcher le sébaste. À preuve, c'est que quand ils vont ouvrir les filets pour aller chercher de la crevette, ils ramènent le sébaste. Ils ramènent beaucoup de sébaste dans les filets. C'est parce que les bateaux sont déjà équipés en conséquence. Ce qu'il faut changer, c'est les chaluts. Dans le fond, il y a les filets qui sont tirés par les bateaux. Quelques autres petits changements, je dirais à peu près cosmétiques sur les bateaux, là. Mais il n'y a pas grand changement à faire pour transformer un crevettier en, euh, en bateau de pêche au sébaste. Je sais pas si on appelle ça un sébastier, mais en tout cas, bref. Donc, c'est les bateaux les plus facilement transformables et ce sont les victimes de la surabondance du sébaste. Donc, je pense qu'on devrait prioriser les crevettiers pour aller capturer le sébaste si on veut le sortir de l'eau rapidement. Mais avant d'aller sortir du sébaste, il faut créer un engouement sur les marchés. Fait que c'est ce qu'on doit faire, développer le marché. Sinon, on va aller pêcher du poisson qui va servir à rien. Fait que aussi bien, il faut développer le marché en parallèle. Ça, c'est la piste de solution la plus probante pour l'année prochaine. Est-ce qu'on doit fermer la pêche à la crevette? Bonne question, je n'ai pas la réponse. Il reste du stock. Je pense qu'on devrait continuer, je l'espère, d'empêcher au moins pour qu'il y ait un peu d'industrie autour de ça, qu'on ne perde pas notre expertise. Mais il ne faut pas non plus sacrifier l'espèce. Bref, là, Mm. quand je dis, je, suis pas, je le dis depuis le début de l'entrevue, je ne suis pas scientifique. C'est là où il faut mesurer les pour et les contre. Puis ça appartient à Pêche et Océan de le faire. Je sais que le ministre de Pêche et Océan, on est chanceux à quelque part. C'est plus une ministre du centre-ville de Vancouver là, qui dirige Pêche et Océan Canada. C'est une ministre qui vient de la Gaspésie, qui connaît les enjeux, qui est en contact avec les regroupements de pêcheurs et avec les transformateurs. Je pense que Mme Leboutillier va devoir prendre les bonnes décisions. Je portais toujours à faire confiance jusqu'à preuve du contraire, mais il y a des décisions à prendre quant à l'ouverture de la pêche au sébaste, puis à savoir qu'est-ce qu'on fait avec la pêche à la crevette. Est-ce qu'on en maintient un minimum? Est-ce qu'elle va vouloir tout fermer? Il faut que se fie à l'avis de ces scientifiques Mm. là-dessus. Mais Et bon. comment on peut supporter ceux qui subissent justement ces fermetures-là et ces arrêts de travail? Ben, en fait, du côté des usines de transformation, je ne sais pas quelle forme d'aide serait nécessaire pour les usines. Dans le cas des propriétaires locaux, ça me préoccupe davantage que lorsque ça appartient à des multinationales qui ont peut-être les poches plus profondes. Ceci étant, du côté des petites entreprises de pêche, dans la capture, on a des entreprises dans la capture qui ont quand même des moyens, que les bateaux étaient payés, que les permis étaient payés. C'est peut-être un moindre mal dans ces cas-là si on peut supporter la lourdeur financière de payer un bateau puis de payer un permis. Mais la plupart, la grande majorité, ce sont des pêcheurs propriétaires. Ce sont des petites entreprises
mais qui supportent des charges de plusieurs millions de dollars. Est-ce qu'on peut mettre un moratoire sur le paiement de leurs prêts? Est-ce qu'on peut leur offrir certaines garanties de prêts aux institutions financières? Quand je dis on, je parle beaucoup de l'État québécois et de l'État fédéral dans ce cas-là. Ça viendra un peu sécuriser les pêcheurs pour pas qu'ils perdent leur bateau, pas qu'ils perdent leur permis. Puis dans certains cas, ils ont mis leur maison en garantie. On aimerait au moins sécuriser ce bout-là. Là. Bref, au moins sécuriser les entreprises dans la capture. On ne veut pas qu'ils perdent le bateau, on ne veut pas qu'ils perdent leur permis, puis on ne veut surtout pas qu'ils perdent leur maison. Bref, sécurisons les emprunts au moins de ces entreprises-là. Ce serait au moins une base pour commencer à jaser. Là. Bref, c'est ça qui urge cette année. C'est s'assurer que notre monde ne perde pas les maisons, s'assurer que notre monde ait de quoi dans le frigidaire pour l'hiver. Ça, c'est la base. J'entends des fois des voix un peu discordantes qui vont venir nous dire écoutez, les pêcheurs, on n'a pas à prendre en pitié les pêcheurs, etc. Je comprends que c'est des entreprises qui valent plusieurs millions de dollars. Je comprends qu'il y a des gens qui ont pu gagner des millions de dollars dans leur vie aussi avec ces permis-là, mais en supportant le risque rattaché à des permis, en supportant le risque rattaché à des prêts pour avoir des bateaux. Des gens qui vont dire, ben, ils font pas pitié. Ben, entre la pitié et voir une flotte d'expertise, une flotte de bateaux, en fait, une quantité de permis nous glisser entre les doigts et voir notre monde faire faillite. Là. Je pense qu'il y a une petite marge entre ils font pas pitié puis ils vont faire faillite. Ben, je sais qu'il y a des entreprises qui sont vraiment sur la sellette présentement. Peut-on les sécuriser pour garder notre expertise et éviter que notre monde se retrouve à la rue? Pour moi, c'est ça la priorité des priorités. Dans Port-Neuf, non seulement le coût des résidences secondaires explose, mais la cohabitation avec les résidences touristiques est de plus en plus difficile. Charles Laviolette de CJSR fait le point là-dessus avec le courtier immobilier Donald Denis. Donald Denis, courtier immobilier pour Via Capital Élite. Ça fait 16 ans que je suis courtier. Je travaille beaucoup dans les secteurs là, résidentiels, mais aussi les bords de l'eau, les terres à bois commerciales. Dans les 7 dernières années, chez Via Capital, j'ai été 6 fois numéro 1 en nombre de ventes, en nombre de transactions notariées au Québec. Au-dessus de 100 transactions, moi, que je vais faire là, pour cette année, 150 transactions. En fait, je demeure à Saint-Ubalde et c'est pour ça que je travaille beaucoup la région de Port-Neuf. Bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, en 2023, hein, par rapport quand on regarde les propriétés qui se vendaient en 2010, 2015, les propriétés avaient une certaine valeur. Même à l'époque, on trouvait que les propriétés étaient chères à ce moment-là. Et c'est sûr que quand on est tombé en 2020, là, les débuts des années COVID, je vous donne un exemple. J'ai une propriété que j'ai affichée durant le COVID à 389 000. 4 jours après, on avait eu 27 visites, donc 14 promesses d'achat. La plus basse était à 400 000. On a vendu la propriété à 500 000. Alors, 111 000 de plus que la valeur demandée, que le prix demandé. Les prix d'aujourd'hui par rapport à 2020, le marché à cause du COVID a vraiment explosé. La demande était très forte. C'est sûr que les marchés bord de l'eau sont rendus élevés. Les prix sont vraiment élevés en 2023. Là. Fait qu'aujourd'hui, je vous présente une propriété directement bornée au bord du lac Blanc. Comme je disais, on dit chalet. Mais pour eux, c'est leur résidence principale. On a une résidence ici, en tout, avec le garage de 5000 pieds carrés. Bonjour, bienvenue Charles. Après ça, on a la magnifique cuisine à air ouvert. Au rez-de-chaussée, on a une chambre, c'est la chambre des maîtres. Une très belle grande chambre. Bien, je ne veux pas m'avancer sur le prix, la valeur exacte de la propriété d'ici que vous allez voir aujourd'hui. Par contre, je peux vous dire qu'autour du lac Blanc, aujourd'hui on est au lac Blanc, et autour du lac Blanc, les propriétés là, en bas de 400 000, 500 000, ils sont très rares. Ils sont vraiment rares. Ils vont en avoir, mais c'est des propriétés qui vont demander quand même beaucoup de travail ou selon l'emplacement, ou c'est des genres de propriétés qui vont être vraiment plus 3 saisons qui n'ont pas été rénovées au fil des années. Là. Pour vous dire, il s'est vendu des terrains ici autour du lac. Les derniers terrains se sont vendus jusqu'à près de 300 000 du terrain, en fait 250 000 plus taxes. Là-dessus, on n'a pas d'égout, on n'a pas d'eau, on n'a pas de chemin. Alors, on tombe dans près de 300 000 là, avant de commencer à construire. Là. Je vais employer le mot chalet, mais je veux comprendre que c'est vraiment des propriétés qu'on peut habiter à l'année maintenant. Par rapport à avant, que c'était souvent des propriétés 3 saisons. Qui va acheter ces propriétés-là? Souvent, c'est
des gens retraités qui ont quand même bien réussi parce qu'on s'entend que les valeurs sont très élevées. Des fois, c'est des jeunes couples ou bien des couples qui sont déjà à leur compte depuis plusieurs années, des fois, c'est des gens qui peuvent avoir irrité. Il y a toutes sortes de monde. Hein? Mais c'est sûr que ça prend des reins solides pour pouvoir juste assumer les taxes municipales et scolaires, exemple. Et le chauffage d'une propriété comme ça prend quand même de base les reins quand même assez solides pour le supporter. Depuis la COVID, dans les secteurs là, éloignés un peu là, de Québec, les valeurs ont vraiment beaucoup monté aussi. Là, vraiment, même très impressionnant par rapport là, au marché de là, 3 ans. Vraiment surprenant. Par rapport à 10 ans, c'est pas du tout les mêmes prix, malgré que le marché a monté. Mais particulièrement, les secteurs éloignés, ils ont quand même pris beaucoup de valeur. Parce que, tu sais, des maisons sur des terres agricoles, sur des grands terrains, dans des rangs, en fait, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, là. C'est des fermettes, c'est recherché, mais il n'y en a pas. Il y a beaucoup de gens qui recherchent ça. Des gens de la ville qui veulent s'emmener à la campagne, sur un grand terrain, faire ses petites affaires, son petit jardin, bien, c'est plus dur à trouver. Il y en a, mais ils sont plus durs à trouver. Quand on parle des secteurs éloignés, mettons, là, je longe la Mauricie, là, Rivière-à-Pierre, Saint-Hubert, Saint-Casimir, les secteurs éloignés de Québec, on a vraiment vu une hausse de la valeur des propriétés qui ont explosé justement à cause du COVID. Là. Comme je mentionnais, c'est que le Québec, à Québec et en banlieue, le prix a tout explosé partout en fait. Notre jeunesse qui s'en vient, là, on s'entend que ça vient un peu plus... la vie s'est resserrée beaucoup, ça vient quasiment inquiétant, mais moi je pense que les prix vont continuer à monter, mais pas au même rythme que les 3 dernières années. C'est sûr que ça va toujours monter, parce que moi, ça fait 16 ans que je suis courtier, j'ai jamais vu en 16 ans le marché baisser en valeur. Mais c'est sûr que les nouveaux acheteurs qui veulent acheter une nouvelle propriété, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire, comme il y a les SCHL, quand on fait un emprunt, on peut y aller que 5 % de comptant. C'est sûr qu'il faut toujours être éligible aussi là, aux normes de l'institution bancaire. Le taux d'intérêt est haut, mais malgré que le taux d'intérêt soit élevé, on a quand même beaucoup de demandes et beaucoup de transactions qui se font, même en 2023, il y a beaucoup de transactions quand même immobilières là, qui se font, là, malgré la hausse des taux qui n'arrête pas encore. Il ne faut pas nécessairement attendre pour dire que le taux va baisser. Quand quelqu'un est prêt à acheter une propriété, c'est vraiment de dire qu'il faut qu'il fonce puis de se rendre au bout de son projet, au bout de son rêve. Aujourd'hui, c'est pas évident de trouver un endroit qu'on peut acheter une propriété pour en faire de la location. Exemple, comme ici au Lac-Blanc, c'est impossible. La location est permise 30 jours et plus, mais je ne pourrais pas acheter une maison d'une propriété demain matin ici autour du lac puis dire, moi, je vais la louer 2 jours, 3 jours, 4 jours. C'est pas possible. C'est un règlement municipal, puis je vais dire, dans pas mal toute la MRC de Port-Neuf, c'est comme ça. Même dans la Mauricie, là, dans Lac-aux-Sables, exemple, Notre-Dame, les municipalités voisines ici, avant, ces normes-là étaient beaucoup moins strictes. Qu'est-ce que les gens trouvent un peu plus plate, en fait, ce que l'expression, c'est que, mettons, quelqu'un qui n'est pas capable d'acheter une résidence secondaire, mais qui pourrait en acheter une, puis qui pourrait louer un certain nombre de mois dans l'année, bien, ça vient faire ses frais. C'est ça qui est intéressant pour des gens qui veulent une résidence secondaire, mais ils ne peuvent pas se permettre de la payer seul, en fait. Fait que quand que les gens louent, si les gens pourraient louer 10-15 semaines par année, bien, on ne se cache pas que ça lui fait un beau revenu, puis bien, c'est plus facile d'absorber les coûts et tout là, qui ont en lien avec ça. Parce qu'il faut faire attention, tu sais, je ne suis pas contre ça, puis je suis pas d'accord. Parce qu'exemple, qu'une propriété comme ici, que le voisin loue à tous les fins de semaine son chalet, puis qu'ils sont 10, 12, 15 chez le voisin, quand toi, tu payes des taxes puis tu as acheté une propriété bord de l'eau pour être tranquille, bien, c'est moins évident. Avec sa loi C-18, le gouvernement fédéral a déclaré la guerre aux grands de ce monde, Meta, Facebook et autres grands réseaux. Et cela cause bien des ennuis aux télévisions communautaires qui sont maintenant bloquées parce qu'elles produisent de l'information. Alors, je fais le point là-dessus avec Chantal Bédard, qui est directrice générale de C'est sur la télé à Vaudreuil-Soulanges. Chantal Bédard, bonjour. Bonjour. Je sais que vous avez mis en place une solution très rapidement qui s'appelle une application que vous avez développée pour votre station. Mais avant d'en venir à la solution, parlons un peu du problème. C'était quoi la situation puis votre utilisation de Facebook avant que les grands décident de bloquer l'accès à leur réseau pour les médias d'information? En fait, l'utilisation de Meta, que ce soit Facebook ou Instagram, c'est 2 plateformes qu'on utilisait d'un premier abord pour promouvoir nos contenus parce que nous avons toujours eu notre
plateforme web télé, parce qu'on sait, les gens consomment différemment la télévision. Il n'y a pas seulement la télévision traditionnelle versus la télévision en web télé ou en application. On avait déjà amorcé ce virage-là depuis plusieurs années. Cependant, on utilisait les réseaux sociaux pour faire la promotion, pour amener les gens vers nous. Fait que c'est sûr que le blocage par Meta de Facebook ou Instagram, ben, les gens ont plus accès facilement à notre contenu parce que Facebook fait partie de l'ADN des citoyens, des gens maintenant. Donc, le problème se retrouve aussi à un deuxième niveau parce que quand on est une télévision communautaire, on fait des reportages sur qu'est-ce qui se passe dans notre région, un artiste, une initiative étudiante ou ça peut être très, très large, même les initiatives des politiciens. Puis eux prennent nos contenus de nos plateformes et les partagent sur leur Facebook parce que les organismes communautaires du territoire n'ont pas nécessairement tous un site web et pour se promouvoir, bien, ils vont aller chercher ce que les médias locaux, ce que la télévision communautaire fait et les partagent. Et même ça aussi, c'est bloqué. Donc, du jour au lendemain, vous avez perdu votre diffusion dans vos réseaux qui étaient traditionnels, je dirais. Et on fait la même chose à TVCO. On publie des reportages, on demande aux gens que l'on rencontre de les partager. C'est rendu maintenant impossible. Comment vous vous êtes retourné de bord avec ça? D'abord, j'ai compris que vous aviez déjà une forte présence sur le web. On était déjà sur le web, on avait déjà notre web télé où est-ce que tous nos contenus se retrouvaient en temps réel, en parallèle avec la télévision traditionnelle. Et on travaillait déjà à développer une application web mobile depuis un certain temps, mais avec le dossier qui se passe présentement, on s'est mis en deuxième vitesse et on a lancé cette application-là mobile pour que les gens puissent facilement, à tous les jours, aller consulter directement les reportages qu'on fait sur le territoire. Comment une application mobile peut remplacer les réseaux sociaux qui ne sont plus accessibles pour nous? Bien, c'est sûr que les réseaux sociaux, une application ne va pas modifier. C'est pas la même chose, une application puis un réseau social. Un réseau social, c'est une plateforme où est-ce que des gens se connectent, ils peuvent échanger ensemble, écrire des commentaires. Donc, c'est une plateforme interactive. Notre application demeure une deuxième ou une troisième façon de pouvoir accéder à nos contenus facilement, en tout lieu, en tout temps. La télévision traditionnelle, on se connecte à telle heure, on a une grille horaire, on écoute les contenus à telle heure de façon fixe. De plus en plus, les gens veulent pouvoir écouter au moment où ce que ça leur adonne, parce qu'ils ont des vies trépidantes, au moment opportun et sur la plateforme qu'ils désirent, que ce soit une tablette, un téléphone ou un ordinateur. Donc, l'application, ça rend plus facile l'accès à nos contenus dans un monde moderne numérique. Mais ce n'est pas un réseau social où est-ce que les gens vont venir échanger puis commenter. Mais ça, c'est la prochaine étape parce que notre application, c'est sûr et certain qu'il va y avoir un chat qu'on appelle où est-ce qu'on va pouvoir échanger et discuter. Fait que ça va s'inspirer un peu des modèles des réseaux sociaux. Maintenant, vous avez lancé votre nouvelle application il y a maintenant une semaine à peu près, là. On est là-dedans. D'abord, le timing était très bon. Hein? Quand on dit que c'est important d'arriver au bon moment, vous étiez prêt. Pour ceux que ça pourrait intéresser, deux choses. D'abord, qu'est-ce que ça demande comme investissement en temps et en argent pour développer une application? Puis dans un deuxième temps, est-ce que vous commencez à observer le transfert? Donc, ceux que vous aviez sur Facebook, tranquillement, pas vite, s'abonnent ou téléchargent votre application. Comment ça se présente? Mais ça fait quand même un certain temps qu'on parle de la problématique, oui. Puis on a voulu pas parler de problématique, mais plutôt d'opportunité de se démarquer pour éduquer d'une certaine façon les téléspectateurs à consommer directement leurs médias locaux, leur télévision communautaire, et plus par un intermédiaire, devenir un peu équitable. Hein? Vous savez, un peu comme le café ou le chocolat. Oui. Un café équitable, c'est qu'on coupe l'intermédiaire. Bien, j'ai beaucoup prôné cela. On a fait des sorties médiatiques et avec l'application, on invite les gens aussi à s'abonner à un infolette qu'on appelle, qui peuvent recevoir par courriel ou par texto un avis disant que les reportages de la semaine sont là. Et je dirais que depuis qu'on fait ce travail-là, on a quadruplé le nombre d'abonnés numériques sur nos plateformes. Et ce n'est qu'un début, parce que ça va évoluer, ça va s'améliorer. C'est une première étape. Puis votre deuxième question sur l'investissement, bien, nous, on était chanceux parce qu'à l'interne, ici, nous avions les gens compétents pour le programmer, pour le mettre en place.
Oui. Mais faire des applications comme ça, c'est plusieurs milliers de dollars là, dans le marché Oui. au Québec actuellement. Mais nous, on a fait à l'interne. Puis elle va s'améliorer avec le temps. Là, on a fait le grand lancement le 15 septembre, justement. Là, Oui. La journée sans méta. Là, on a joint notre voix à la Fédération des journalistes et des médias du Québec. Est-ce qu'on doit comprendre que vous êtes en train carrément de vous sevrer de Facebook et vous ne retournerez pas sur ces plateformes-là? Vous allez vous développer un réseau tout à fait autonome où on va pouvoir s'informer à la source assez sur la télé? Parce que qu'est-ce qui fait en sorte que vous ne voudrez plus retourner sur ces réseaux? J'ai un peu la réponse, mais je voudrais vous entendre là-dessus. Pourquoi on abandonne Facebook et qu'on abandonne les grands de ce monde? Bien, en fait, premièrement, on était déjà sur Facebook pour une génération un peu plus âgée. La mienne, la vôtre, là, les un peu plus vieux, là. Les 45 ans et plus, qui sont énormément les gens qui consomment Facebook. Les un peu plus jeunes, et surtout les beaucoup plus jeunes, 25 ans et moins, sont déjà plus sur Facebook. Donc, c'était déjà un réseau social désuet, qui était déjà appelé à disparaître. De toute façon. Alors, moi, je pense que Facebook met la clé dans la porte par défaut. Puis le jeu, la joute politique là, de boycottage qui se fait, ben, c'est sûr qu'on va sortir gagnant de ça parce qu'on va affirmer notre autonomie et nous obliger à prendre le virage numérique. On n'a pas le choix. La télévision traditionnelle, câblée, est descendant. Là. Ça, c'est pas. Je vous apprends rien en disant ça. Mais ce qui est la vraie richesse, c'est pas la télévision ou le réseau social, c'est le contenu, c'est les histoires. Et ça va perdurer dans le temps. Et ça, c'est la force des télévisions communautaires, ou quel que soit le nom qu'on lui donne, c'est la force du travail qu'on fait. Bien, Chantal Bétard, sur ces bons mots, merci beaucoup. Pour en savoir plus, on se rend sur le site de C'est sur la télé. On va aller voir votre application et on vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. À Saint-Ferdinand, la pêche aux déchets permet de sensibiliser la population à l'importance d'une saine gestion de nos déchets. Un reportage de Marion Carré de la Télé de l'Érable. Nous nous trouvons au rang 6 de Saint-Ferdinand pour nous informer sur l'activité pêche aux déchets sur le territoire qui inclut aussi Saint-Pierre-Baptiste, Irlande et Inverness. Cette activité consiste à ramasser des déchets dans les points d'eau, dans les fossés des routes et dans les espaces verts. Elle est appuyée par les associations de riverains du lac Joseph, du lac William et du lac à la Truite. Nous allons discuter avec les familles qui participent, les organisateurs et les citoyens de la région. Vous êtes ici pour ramasser les déchets dans le rang 6. Donc, qu'est-ce qui vous motive à faire ça? En fait, ça faisait peut-être 2-3 ans là, que je voyais l'organisme Mission Milton sur les réseaux sociaux. Puis, il faisait beaucoup de ramassage là, dans le coin de Montréal, Boucherville et de la Madeleine. Puis, j'attendais qu'ils viennent dans le coin là, pour pouvoir participer. Fait que dès que j'ai vu qu'ils venaient à Saint-Ferdinand, nous, on est proche de Victo. Donc, on s'est dit qu'on viendrait faire un tour, donner un coup de main. Est-ce que c'est quelque chose qui vous rassemble de faire des activités comme ça? C'est la première fois, peut-être la deuxième fois là, qu'on ramasse des déchets ensemble, mais ça semble, dans le fond, les sensibilise de
le mieux qu'on peut à l'environnement. Qu'est-ce qui est le plus impressionnant quand vous regardez tous les déchets que vous avez ramassés? Le nombre de canettes. Je comprends pas pourquoi il y a autant de canettes d'alcool dans les ravins. Là. Surtout sur le bord de la route. Surtout sur le bord de la route. C'est un peu inquiétant. Il y a aussi beaucoup de sacs de plastique, beaucoup de paquets de gomme, de morceaux de styromousse. Donc, on a fait vraiment une bonne récolte, mais c'est motivant de voir que c'est utile, mais c'est un peu décourageant de voir qu'il y en a autant. Vous avez une voiture électrique. Et puis, est-ce que vous considérez que c'est une difficulté dans votre vie de tous les jours, par exemple? Au quotidien, l'auto électrique, c'est merveilleux. Il y a pas 90% des recharges qu'on fait et plus sont à la maison, donc l'habitude se prend vraiment facilement. Le petit 10% restant où on fait des recharges à l'extérieur, ben, ça fait partie un peu de l'aventure avec les enfants. De toute façon, on a des pauses pipi à faire souvent quand on fait de la route, fait que ça se greffe au travers du quotidien sans trop de problèmes. On est présentement sur le Belvédère à Saint-Ferdinand et on va parler avec les représentants du Conseil régional de l'environnement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi le rôle de votre organisation? Oui, ben les conseils régionaux de l'environnement, il y en a un pour chaque région administrative. Fait qu'il y en a un pour la Montérégie, un pour l'Estrie. Nous, on est spécifiquement pour le centre du Québec. Puis on a des gens qui travaillent en développement durable, en changement climatique. Nous, c'est vraiment plus pour les milieux naturels, la conservation de ces milieux-là. Puis spécifiquement, on fait beaucoup de projets sur les espèces en péril. Rebecca qui gère tous ces projets-là. Est-ce que vous pouvez nous en parler de quel genre de projet vous faites pour les espèces en péril? Oui, en fait, c'est surtout des projets de conservation volontaire. Fait que, en fait, le centre du Québec, là, c'est quasiment 100% en terre privée. Fait que si on veut que les propriétaires ils fassent quelque chose pour aider les espèces en péril, nous, en fait, c'est de la conservation volontaire qu'on fait. Fait que on cible les habitats des espèces en péril. On va à la rencontre des propriétaires qui ont ces habitats-là chez eux. S'ils veulent, c'est complètement volontaire. Et on va faire des inventaires chez eux. Et puis on leur fait en fait un cahier du propriétaire. Fait que c'est un cahier personnalisé qui parle de l'espèce. Puis à la fin, c'est ça, il y a comme une partie vraiment personnalisée, qu'on montre une carte de chez eux, des recommandations sur l'espèce vraiment appliquées à qu'est-ce qu'ils ont chez eux. Puis en fait, on a plusieurs espèces en péril au centre du Québec. Là, il y a la salamandre pourpre, qui est une salamandre de ruisseau. On a les oiseaux champêtres comme le goglu des prés, la surnelle, l'hirondelle rustique que les gens connaissent un peu plus comme l'hirondelle des granges. On a les chauves-souris aussi qui vont pas très bien. Le martinet ramoneur qui est un oiseau qui va nicher dans les cheminées assez grandes de maçonnerie. Quelques plantes aussi comme la polémoine, une espèce qui va pousser dans les milieux humides. Et vous avez des objets sur la table. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est en fait? Oui, on a amené ces choses-là pour en apprendre un peu plus aux familles et aux enfants qui vont venir à la Journée de l'environnement. Fait que c'est pas malheureusement des choses qui proviennent d'espèces en péril, puisque la plupart du temps, c'est illégal à posséder. Fait que, par exemple, là, on a des plumes d'oiseaux qu'on peut chasser. Fait que ça, c'est une plume de queue de dindon sauvage. Juste à côté, on a une plume de queue de gélinote huppée, fait que les perdrix que les gens chassent. Puis on a aussi une aile de gélinote qui a été chassée et consommée. On a une mue de couleuvre rayée, fait que l'espèce de couleuvre la plus commune qu'on a au Québec. Un bois de cerf de Virginie, fait qu'un bois de chevreuil, carrément. Là, eux, ils les perdent à chaque année, fait que c'est possible de trouver ça en forêt. Un crâne de raton laveur, fait que ça aussi, là, le genre de choses qu'on peut trouver simplement en se promenant dans la forêt. Un beau polypore, fait que les champignons qui poussent naturellement sur les troncs d'arbres, là, qui sont super durs parce qu'ils vont justement là, consommer un peu de lignine, qui est ce qui fait que les plantes sont dures. Puis, dernièrement, une toute petite chose là, qu'on va peut-être pas voir à la caméra, là, qui est une tique, qui est une chose qu'on va voir malheureusement de plus en plus dans la région. Là, fait que une tique qui peut malheureusement donner la maladie de Lyme. Quel genre d'objectif est-ce que vous pensez avoir en montrant ça en kiosque ici? Oui, c'était surtout pour attirer les gens au kiosque, là, mais c'est aussi leur montrer là, que toute la diversité qu'on peut avoir, même si ce n'est pas des espèces en péril. Là. Avec ces pamphlets-là, est-ce qu'on peut trouver un résumé en fait de ces informations-là? Oui, vous pouvez aller voir sur notre site internet crec.qc.ca, crecq.qc.ca.
On est présentement au kiosque de Orapé. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel genre de kiosque vous avez mis en place aujourd'hui? Bien, en fait, aujourd'hui, le kiosque qu'on a mis en place, les gens nous connaissent un peu déjà pour les services alimentaires qu'on offre aux familles, la cueillette des gros encombrants et tout ça. Mais aujourd'hui, dans le cadre de la journée d'environnement de Saint-Ferdinand, bien, ce qu'on souhaitait, c'était démontrer aux gens un peu les matières qu'on récupère, qu'ils savent peut-être pas qu'on récupère. Donc, c'est important pour nous d'aujourd'hui venir les sensibiliser à ça. Donc, ce qu'on a sur la table, c'est vraiment des exemples de ces matières-là, comme par exemple les ampoules fluo compactes. On est point de dépôt pour ce type de matière-là. Donc, les gens rapportent ça, on ne met pas ça au vidange. Il y a des matières qui sont dangereuses à l'intérieur, donc ça va être recyclé de façon adéquate. Même chose pour les piles. On est point de dépôt pour appel à recycler. Donc, les gens rapportent leurs piles, c'est recyclé de façon adéquate. Donc, vraiment, toutes ces petites matières-là, on n'a pas besoin de mettre ça à l'enfouissement. Il y a vraiment des débouchés pour ce type de matière-là. Et puis, on voit aussi dans les autres contenants, il y a des crayons, des bouchons de liège, etc. Est-ce que c'est le même principe que pour les autres? Oui, en fait, c'est le même principe que pour les piles. Comme par exemple, tu parlais du matériel d'écriture, que ce soit stylo ou crayon de feutre. C'est récupéré aussi de façon adéquate. Le plastique va être envoyé au plastique et compagnie. Donc, c'est à travers le programme de Terracycle de Bureau en gros. Nous, on récupère ces matières-là qu'on va porter. Ici, en fait, les bouchons de liège, c'est une compagnie de l'Ontario qui récupère ça pour faire, par exemple, des semelles de chaussures. Ils font aussi de l'isolant, bon, etc. avec ça. Donc, ça aussi. Puis en même temps, ben nous, des fois, il y a des gens qui l'utilisent pour faire des projets de bricolage. Donc, ça a une seconde vie. Et puis, sinon, ici, on a les goupilles de canettes. En fait, les goupilles de canettes, ici, et les bouchons de bière qu'on va récupérer. En fait, ces deux matières-là, c'est un super beau partenariat qu'on a avec la Fondation de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca. On récupère les matières qui vont être envoyées chez le ferrailleur et à ce moment-là, sont mis au nom de la Fondation, ce qui permet à la Fondation de se faire des sous et d'acheter de l'équipement donc pour les gens de la région. Donc, c'est vraiment génial. Et finalement, bien, les dernières matières, il y a évidemment là, les cartouches d'imprimante ou encore, ici, c'est une petite manette simplement pour illustrer les serpillariens. En fait, tout ce qui est matériel électronique, on ne met pas ça à la poubelle non plus. Il y a des débouchés pour ça. Donc, on est point de dépôt pour ces matières-là. Donc, vraiment, aujourd'hui, c'était l'objectif de vraiment faire montrer ça aux citoyens. Et vous faites affaire avec plusieurs organisations. Pour ça, là, est-ce que vous avez des exemples? Vous en avez nommé un peu, mais... Oui, en fait, pour les serpillariens, c'est avec Arpé Recycle. On est aussi point de dépôt pour les frigos responsables, c'est-à-dire tous les appareils qui ont du crayon à l'intérieur. Donc, on est point de dépôt pour ça. On a parlé de appel à recycler pour les piles. On a aussi Recycle Fluo pour les globes fluo compacts. Et on a parlé de Terracycle aussi pour les matériels d'écriture. Et puis, toute cette matière-là, est-ce que vous avez des contenants chez Orapé pour les ramasser, en fait? Oui, bien en fait, tout à fait. Quand les gens entrent par la porte du magasin chez Orapé, il y a vraiment des contenants qui sont mis à disposition. C'est super bien identifié. Les gens mettent ça dans les espaces qui sont prévus à cet effet-là. Donc, c'est vraiment hyper simple. À Saint-Gabriel, dans la Naudière, s'est tenue une journée régionale des proches aidants et Gilles Comeau de CTB-TV était sur place. Alors, j'ai avec moi Mme Karine Rattel qui va nous parler de la journée régionale des proches aidants. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, comment réinventer le monde des proches aidants? En fait, je vous dirais, c'est un pas à la fois. On est plusieurs organisations qui organisons la Journée régionale des proches aidants. On est à notre 6e édition aujourd'hui. C'est le module, donc le module des proches aidants de la Naudière. Plusieurs organisations de la Naudière qui œuvrent pour la meilleure qualité de vie des proches aidants. Et on organise ces journées-là pour justement faire avancer la cause des proches aidants et augmenter les services et une meilleure réponse aux besoins. Est-ce que cette journée-là se répète un peu à travers la province ou c'est dans notre région ici seulement? Bien, en fait, je pourrais pas vous dire... Oui, il y a différentes initiatives à la grandeur du Québec, mais je vous dirais que cette formule-ci, c'est pas mal pour la Naudière qu'on a commencé ça là, déjà en 2010. Je pense que le premier colloque était quelque part en 2012. Donc, on a déjà quelques expériences à l'actif. Voilà. Alors, comment réinventer le monde des proches aidants? En fait, je vous dirais un pas à la fois. La réalité des proches aidantes, elle est très variée, très large. En conférence de presse, aujourd'hui, on a pu voir une maman proche aidante, mais qui se trouvait également être une enfant d'une personne aidée. Donc, les réalités sont très différentes. Puis, je pense qu'il faut être à l'écoute de toutes ces réalités-là et trouver des moyens pour mieux répondre à leurs besoins. Puis, c'est ça qu'on essaie de créer avec le module, de trouver des stratégies pour faciliter leur vie, trouver des services, mettre en place des services pour répondre aux besoins
de qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Donc, on est vraiment là en co-création avec les centres intégrés de santé et services sociaux pour mettre en place des services et des façons de faire pour mieux répondre à la clientèle. Alors, pouvez-vous nous parler un peu de la journée des proches aidants au mois d'octobre? Tout à fait. Donc, c'est une belle collaboration. C'est tout l'ANODIAC qui sera présent. On peut faire des inscriptions par pôle. Donc, si on est un proche aidant de la MRC l'Assomption, on peut appeler au regroupement des aidants naturels du comté de l'Assomption. Donc, c'est vraiment une belle journée le 19 octobre prochain. Il y a 2 formules. Donc, c'est une nouveauté cette année, une formule de jour, mais on se rend compte qu'il y a de plus en plus de proches aidants qui sont sur le marché du travail. Donc, d'ouvrir une espèce de cocktail en soirée, donc de 5h à 20h, sera une possibilité aussi. Donc, ça va être une version écourtée, mais pour répondre vraiment à ceux qui sont sur le marché du travail. Donc, plein d'activités, une conférencière qui, je pense, qui sera à la fois émotive et un peu humoristique. Il va y avoir des ateliers. Puis pour nous, comme module, comme organisation de la journée, ça nous permet d'aller chercher ce qu'ils ont besoin et de se remettre en scène à dire, bien, OK, on est dans la bonne voie, on travaille de la bonne façon et allons vers des projets qui répondent à leurs besoins. Donc, on prend vraiment leurs paroles pour travailler pour la suite. Bon, on vous souhaite un bon succès pour votre journée des bénévoles. Bien, merci bien. Merci beaucoup, Mme Rattel. Et c'était Gilles Comeau pour CTB TV Saint-Gabriel. Alain Bellumeur de CTRB a rencontré tout un phénomène, un culturiste de 70 ans qui revenait de sa 125e compétition. Rencontrons Gilles Bellumeur. On est présentement à Saint-Ignace-de-Loyola, dans un studio où on peut s'entraîner. On est avec Gilles Bellumeur. Gilles, c'est un phénomène. Depuis des années et des années, il s'entraîne, il fait des poids, des exercices et participe aussi à des concours dont on va parler tantôt. C'est vraiment impressionnant. Il y a aujourd'hui, Gilles a 70 ans. Je suis en sa compagnie, dans son studio. Bienvenue, Salut. Gilles, à cette entrevue. Merci de m'avoir invité. C'est très, très, très apprécié. Et merci de nous accueillir dans ton royaume, si on peut dire, avec des appareils pour s'entraîner. On veut se mesurer. On va aller plus loin. À d'autres, on va plus loin. C'est ça. Tout ça, t'as emmené où au fil des années? Écoutez, ça m'a amené au début, c'était des concours régionaux, mais j'en faisais beaucoup. J'en faisais peut-être 5 par mois. Les samedis, 5 par mois, j'en faisais. Toutes sortes de noms. Monsieur Hercule, Monsieur Quatre-Comté, Monsieur Lanaudière, puis je pense, puis après ça, là, ça s'est enchaîné beaucoup. Monsieur Canada, là, j'arrivais toujours au 4-5e, j'arrivais jamais à gagner. C'était dur de gagner au Québec dans cette période, c'était très difficile. C'était Montréal qui avait le monopole. Mais on se classait quand même bien. J'ai eu la chance de faire la compétition de Monsieur Canada à Edmonton. Mais là, j'ai gagné dans ma classe, j'ai gagné dans les 60 ans. Puis, cette victoire-là, on était 15, ça m'a permis de devenir professionnel pro. Fait que j'ai eu ma bague de pro. Puis c'est là que la Californie est arrivée. Juste une petite parenthèse. Quand on fait de la culture physique, des concours aussi comme ça, en temps normal, souvent, les gens qui en font, à un moment donné, laissent, je sais pas moi, après 30 ans, 35 ans, ils délaissent, ils changent de sport ou peu importe. C'est ça. Toi, tu as persévéré. La piqûre a toujours été là. Fait que à 50 ans, à 60 ans, aujourd'hui, 70. Oui. Ma première compétition en Californie, c'était en 2006. C'est les petits trophées que vous avez vus là, tantôt, que vous allez voir. Ils viennent tous de là parce que c'est une compétition amateur. Puis c'est une compétition qui est différente complètement des compétitions que j'ai faites auparavant. C'est à l'extérieur. Donc, c'est au soleil. C'est vraiment un paysage, c'est sur le bord de l'océan Pacifique. Venice Beach. Venice Beach, oui, c'est ça. Hein? Venice Beach, au Muscle Beach, j'appelle ça la plage du muscle. Puis, quand tu compétitionnes là, ça marche par catégorie d'âge.
Et moi, là, quand j'ai commencé, je venais d'avoir comme 50 ans, fait que je faisais les catégories des 50 ans, puis je faisais les 40 ans aussi, puis je faisais les jeunes. Souvent, j'ai gagné dans les 3. À 54 ans, j'avais gagné tout ça. Les 60, les 50. Si tu es plus âgé, tu peux faire une catégorie plus basse. Plus basse. Parce que en Californie, c'est la place la plus, je vous dirais, la plus agréable de compétitionner. Parce que les gens sont sympathiques, oui, ou tout ça, mais il n'y a pas, c'est pas une compétition. Il y a des gros gars qui sont démesurés, comme on peut appeler. C'est que c'est plus facile. Puis il y a toujours une centaine de concurrents dans tout ça. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des bikinis, il y a tout ça. Fait que c'est plaisant. On est dehors avec eux autres. Le gymnase est à ciel ouvert aussi. Fait qu'on s'entraîne. La compétition, un théâtre qui contient à peu près 3000 places à l'extérieur, érigé à l'extérieur. C'est